Imaginez une histoire alternative où, à l'été 1985, la guerre froide devient une guerre ouverte. Les forces soviétiques et du pacte de Varsovie envahissent l'Allemagne de l'Ouest. Les commandants de l'OTAN ordonnent à leurs unités de se positionner. Les plans de défense sont appliqués tels qu'écrits. Chaque unité se déplace vers le terrain qui lui a été assigné, chaque ligne de repli tient là où les planificateurs avaient dit qu'elle tiendrait. Mais les commandants soviétiques ont déjà les plans. Ils savent ce que l'OTAN va faire avant que l'OTAN ne le fasse. Encerclé à chaque tournant, le commandant des forces de l'OTAN fait face à un choix impossible, accepter la défaite ou autoriser l'utilisation d'armes nucléaires sur le sol allemand. En 1990, il a été établi que ce n'était pas simplement un scénario hypothétique. Cela aurait très bien pu arriver. L'homme qui a rendu cela possible était un sergent de l'armée américaine, originaire de l'Ohio, qui a passé 13 ans à entrer dans l'un des bureaux les plus sensibles d'Europe, à copier ses documents les plus secrets et à les vendre à l'autre camp. Décrit comme avide, froid comme la glace et sans scrupules, voici l'histoire de Clyde Lee Conrad, l'espion de la guerre froide qui a paralysé l'Occident. Bonjour, je suis Philip Thompson, l'humain derrière cette chaîne. Histoire vraie d'espionnage est une opération menée par une seule personne, et si vous appréciez ce que vous regardez, la meilleure chose à faire est de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Cela fait vraiment une différence pour m'aider à développer mon audience. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai des abonnements à la chaîne sur YouTube. Si vous devenez membre, vous bénéficiez d'un accès anticipé, de vidéos réservées aux membres, et de la satisfaction de savoir que vous contribuez directement à la poursuite de ces histoires. Maintenant, commençons. Clyde Lee Conrad est né en 1947 à Bergholz, dans l'Ohio, une petite ville située dans le coin nord-est de l'État. Il s'est engagé dans l'armée américaine en 1965, quelques mois avant son 18e anniversaire, et a passé ses premières années comme fantassin. Après avoir terminé une mission au Vietnam, il a atteint le grade de sergent de première classe. Son score au test technique général de l'armée, l'équivalent du QI pour le service, était dans la tranche supérieure des 120. Il a ensuite rejoint la 8e division d'infanterie dont le quartier général était à Bad Kreuznach, dans la vallée du Rhin en Allemagne. C'était une unité subordonnée au 5e corps qui était chargée de défendre la trouée de Fulda, le corridor à l'est de Francfort par lequel les planificateurs de l'OTAN s'attendaient à voir arriver une percée blindée du pacte de Varsovie en cas de guerre en Europe centrale. La section G3 de la 8e division, chargée des opérations et de la planification, rédigeait et conservait les plans de guerre de la division. À la fin des années 1970, Conrad avait été nommé sous-officier responsable de la section des plans de guerre G3. Il était également le gardien des documents top secrets de la division, l'homme responsable de la sécurité d'environ 1000 documents classifiés. En même temps, il était le sous-officier responsable du contrôle et de la prévention de la copie non autorisée de documents classifiés. Il était doué dans son travail à tel point que ses collègues l'appelaient « Monsieur Plan ». En 1983, Conrad était reconnu comme l'expert des plans de défense généraux ainsi que des plans des unités supérieures, subordonnées et voisines. Ce qu'il protégeait, c'étaient les plans secrets détaillant exactement comment l'OTAN combattrait une invasion soviétique de l'Europe de l'Ouest, où chaque unité serait positionnée, comment elle défendrait leur terrain et ce qu'elle ferait si la ligne était rompue. C'était l'une, sinon la plus sensible, des informations militaires occidentales qui existaient. Conrad est retourné aux États-Unis à 3 reprises au fil des ans, à Fort Bragg, Fort Carson et Fort Ord, mais chaque fois, il a écourté son séjour pour revenir en Allemagne. Ses supérieurs sont intervenus auprès de Washington à plusieurs reprises pour éviter la mutation de Conrad. Il était trop précieux pour être déplacé, il savait tout. Ils avaient raison à ce sujet et c'était précisément le problème. Clyde Conrad ne s'est pas lancé dans l'espionnage de sa propre initiative. Il a été identifié, évalué et recruté par son supérieur direct. Zoltán Szabó était un vétéran décoré du Vietnam qui espionnait discrètement pour le service de renseignement militaire hongrois depuis 1971. Lorsqu'il est revenu à Bad Kreuznach en tant que sergent-chef, il était une taupe depuis 3 ans et il avait passé ses années à surveiller Conrad. Clyde manquait souvent d'argent pendant ses débuts en Allemagne. Il vivait à Bosnheim, un petit village viticole situé à courte distance de la caserne Rose. Il vivait avec sa femme Anja, devenue femme de ménage pour compléter les revenus.
Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1969, Anja avait déjà 2 enfants d'un précédent mariage, et Conrad et Anja ont bientôt eu un autre fils, André. Conrad peinait à subvenir aux besoins de sa famille de 4 personnes. La situation est si grave que ses créanciers ont envoyé des lettres de recouvrement à son commandant. C'était un signe pour Szabó que Conrad pourrait être prêt à être recruté. La pression financière, associée à son accès exceptionnel à l'information, faisait de son subordonné la cible parfaite. À l'automne 1975, Szabó mentionna à Conrad, sur un ton désinvolte, qu'il y avait de bonnes affaires à faire. Conrad n'avait guère besoin d'être convaincu. Il déclara être prêt à saisir toute chance de gagner un peu plus d'argent. Szabó a organisé une réunion. Cette réunion a eu lieu peu de temps après dans une maison d'hôtes à Grau-Raubickelheim, un village situé à quelques kilomètres de leur base. Szabó a présenté Conrad à un homme appelé Alex. Alex était le docteur Sándor Kércsik, un médecin d'origine hongroise et citoyen suédois naturalisé, exerçant la médecine à Göteborg. Il travaillait comme courrier pour Budapest depuis 1968, se déplaçant librement entre l'Est et l'Ouest grâce à son passeport suédois neutre. Cet après-midi-là, il a exposé la proposition à Conrad de manière directe et simple. Il voulait des documents classifiés en échange d'argent liquide. Kércsik a demandé à Conrad ce qu'il était prêt à voler. « Tout », a-t-il répondu. Et il ne perdit pas de temps à le faire. Immédiatement après la réunion, Szabó conduisit Conrad à la caserne rose. Conrad entra dans la section de planification G3, prit une pile de documents et revint. Kércsik transporta le matériel à Budapest. Quelques heures après que la proposition ait été faite, elle avait été acceptée et mise en œuvre. Au début de l'année 1976, Kércsik accompagna Conrad à Innsbruck en Autriche, où il passa plusieurs jours à être formé aux techniques de clandestinité. Il a appris la surveillance, la contre-surveillance, les communications secrètes et la photographie. On lui a également remis une radio à ondes courtes qu'il gardait cachée chez lui pour recevoir des ordres chiffrés de ses agents traitants. Clyde Conrad a reçu le nom de code Charlie. Budapest a versé à Zoltán Szabó une prime de 25 000 Deutsche Mark pour sa nouvelle recrue vedette. À ce moment-là, Clyde Conrad avait le potentiel d'être l'espion le plus précieux du pacte de Varsovie. Conrad était responsable à la fois de la garde et de la distribution des documents classifiés de sa division. Pour assurer des contrôles croisés, ces 2 fonctions auraient enfin dû être distinctes. Une personne chargée de la protection des documents, l'autre facilitant leur distribution aux personnes autorisées à les consulter. Conrad avait intentionnellement fusionné ces 2 fonctions, créant ainsi pour lui-même un monopole du renseignement. Et il a utilisé cette position pour voler à grande échelle. Ce qu'il a transmis à Budapest couvrait tout l'éventail des intentions de l'OTAN en temps de guerre en Europe centrale. Cela incluait les plans de transition vers la guerre et les plans de défense précisant où chaque unité combattrait et comment. Il a également vendu les plans de renfort français de l'OTAN et les protocoles d'autorisation d'emploi nucléaire. C'était le plan d'urgence de l'OTAN pour une attaque nucléaire si la défense conventionnelle échouait. Il a également dérobé les spécifications techniques du tout dernier et meilleur char américain, le M1 Abrams. S'il pouvait y accéder, il le volait et le revendait. L'ampleur de ce que Clyde Conrad faisait signifiait que cela ne pouvait tout simplement pas passer inaperçu. En 1978, des sources de la CIA derrière le rideau de fer rapportaient que des documents volés arrivèrent à Budapest par kilo. Bien sûr, à partir de là, les documents étaient envoyés à Moscou. Au printemps 1978, Conrad a été payé 50 000 $ pour un seul document, censé être un plan général de guerre pour l'Europe centrale. Cette année-là, la CIA avait compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Suite à des informations d'informateurs, une enquête discrète fut lancée par le contre-espionnage étranger de l'armée américaine. L'équipe en Europe a fait très peu de progrès pendant des années. Ils avaient en trop peu d'éléments. Le profil du suspect était trop vague. Il s'avère seulement que la taupe était sans doute un sous-officier en Allemagne, ayant accès à de nombreux plans de guerre. Ce profil correspondait à 60 000 soldats potentiels. Au début des années 1980, l'enquête a été effectivement mise de côté. Alors que les enquêteurs américains piétinaient, de l'autre côté du rideau de fer, l'évaluation de Moscou sur l'opération était qu'il s'agissait du succès d'espionnage le plus lucratif en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut également un succès très lucratif pour Clyde Conrad. De retour à Bosenheim, chez les Conrad, les changements étaient invisibles. Anya n'avait plus à faire le ménage. Leur maison était soudainement très bien meublée.
Conrad exhibait ce qu'il appelait la meilleure collection de Krügerrans en or d'Europe. Les figurines Hummel et les bijoux en or d'Anya devinrent le sujet des commérages locaux. Une nouvelle Audi argentée était garée dans l'allée et Anya conduisait une Volkswagen avec ses initiales en or sur les portières. Ils étaient ostentatoires et apparemment sans aucune honte. Clyde Conrad savait qu'il lui restait environ 5 ans dans l'armée avant la retraite. Il ne voulait pas perdre sa vache à lait après son départ. Il avait un plan de succession. Au début des années 80, il avait repéré un soldat dans la section G3 nommé Roderick Ramsey, un jeune homme originaire de la région de Boston, doté d'un QI exceptionnellement élevé et souffrant d'une dépendance à la drogue. Ramsey était un marginal. Il était non conventionnel et impopulaire auprès de ses camarades soldats et officiers. Conrad lui accorda une attention particulière et pour cela, Ramsey devint extrêmement fidèle. Après une période de 2 ans de préparation, Ramsey fut officiellement recruté à l'automne 1983. Conrad fit nommer Ramsey suppléant chargé du contrôle des documents top secrets, exigeant que sa signature accompagne celle de Conrad pour détruire les documents classifiés. Il avait un complice à l'intérieur. Clyde Conrad a pris sa retraite de l'armée en août 1985. Il est parti avec 2 grands sacs en plastique remplis de documents classifiés qu'il avait signalés comme officiellement détruits. C'était la fin d'un chapitre pour Conrad, mais il s'était assuré que son histoire continuerait. En guise de cadeau de départ à la retraite en 1985, Ramsey a volé ce que Conrad appelait le filon principal. Il a rempli un sac de sport entier de documents classifiés provenant du siège de la division. Ramsey avait également recruté 2 autres soldats, Jeffrey Rondeau et Jeff Gregory, pour l'aider dans le vol. Pour leurs efforts, ils ont reçu de la cocaïne, du hashish et quelques centaines de dollars chacun. Alors que Conrad travaillait pour Budapest, Zoltán Szabó travaillait pour Prague. Pourquoi vendre des documents secrets une fois alors qu'on peut les vendre 2 fois ? À partir de mars 1982, Szabó a mené une opération parallèle en vendant des copies dupliquées des mêmes documents volés au service de renseignement tchèque, la STB. Szabó a personnellement livré le premier lot à l'ambassade tchèque à Bonn, comprenant les plans généraux de défense de la 3e division blindée et du 5e corps, ainsi que les plans de renforcement français de l'OTAN. Prague a payé 30 000 $ pour la première livraison, puis a maintenu Szabó sous contrat avec une rémunération mensuelle de 3 000 marks allemands, plus des primes de production. Sur 4 ans, la partie tchèque de l'opération a rapporté environ 200 000 marks allemands partagés entre eux. En novembre 1985, le réseau d'espionnage a rencontré un problème. Rod Ramsey, toujours consommateur de drogue, a échoué à un test de dépistage et a été renvoyé de l'armée. Se retrouvant sans personne à l'intérieur et étant lui-même déjà à la retraite, Conrad a dû trouver un nouveau plan pour que sa poule aux œufs d'or continue de rapporter. Conrad a inventé une histoire. Il a créé Mike, une source fictive en service actif qu'il a présentée à Budapest comme son nouvel homme de l'intérieur. Le problème, c'est qu'il n'avait aucune source et donc aucun nouveau renseignement. Ce qu'il a fait, c'est simplement puiser à nouveau dans la réserve principale que Ramsey avait sortie auparavant. Conrad a modifié les documents, changeant quelques dates ici et là pour les faire paraître plus récents. Au début, Budapest s'est laissé berner par cela et a continué à payer Kershik pour ce matériel recyclé. Mais après 1 an, les soupçons ont grandi. Budapest a exigé de rencontrer Mike en personne. Conrad a décidé de rappeler Ramsey de sa retraite. Il l'a fait venir de Floride à Innsbruck en décembre 1985 et l'a fait passer pour le Mike fictif. Apparemment satisfait, Budapest a poursuivi les paiements pendant 1 an encore. Alors que pour Conrad et son réseau, l'opération semblait être un franc succès, en coulisses, l'étau commençait à se resserrer. En janvier 1985, les hauts responsables de la CIA et du Pentagone en avaient tassé. Furieux face aux fuites persistantes des plans de guerre, ils ont obligé leurs agences à cesser les querelles, partager les renseignements et traquer la taupe par tous les moyens. L'enquête a été relancée en tant qu'opération conjointe CIA-FCA sous un nouveau nom de code Canasta Player. Les agents de la CIA ont établi des listes de documents compromis précis. Les listes ont montré que les plans de guerre arrivaient à Moscou en même temps qu'au commandant américain sur le terrain. L'espion ou son successeur était toujours actif. L'équipe de joueurs Cannister a établi un bureau européen à Wiesbaden. Là-bas, les enquêteurs ont passé des mois à établir des listes de tous les soldats ayant servi dans les postes d'état-major du 5e corps pendant la période concernée. Un soir tard en janvier 1986,
l'adjudant Earl Purimaki de la FCA examinait des dossiers du personnel dans le bureau de Wiesbaden lorsqu'il a sorti le dossier du sergent-chef Clyde Lee Conrad. Tous les éléments semblaient être alignés. Conrad avait passé presque toute sa carrière en Allemagne, principalement à la 8e division d'infanterie. Sa dernière affectation était en tant que sous-officier responsable de la section G3 plan de guerre, précisément le poste d'où provenaient les documents compromis. Ils ont examiné ses relevés financiers et ce qu'ils ont trouvé était un autre signal d'alarme. Entre décembre 1985 et février 1986, Conrad avait déposé 24 000 $ en espèces sur son compte bancaire allemand, en 3 versements chacun soigneusement maintenus en dessous du seuil de 10 000 $ qui déclenche la déclaration à l'IRS. La famille Conrad, qui ne vivait que d'un seul revenu, menait clairement un train de vie bien au-dessus des moyens financiers qu'une pension militaire pouvait offrir. En avril 1986, l'agent spécial de la FCA, Gary Pepper, passant devant la maison de Conrad lors d'une surveillance de routine, remarqua une Opel blanche avec une plaque de Munich dans l'allée. La vérification du contrat de location a identifié le conducteur comme le docteur Sándor Kércsik. La voiture avait parcouru 1500 km en 2 jours. Les relevés de carte de crédit ont montré que Kércsik et son frère Imre voyageaient souvent entre la Suède, Francfort et Munich, avec des correspondances pour Vienne et Budapest. À en juger par les apparences, on aurait fortement soupçonné Kércsik d'être un courrier. Les enquêteurs ignoraient que l'opération de leur taupe commençait à s'effondrer. Conrad savait que recycler de vieilles informations n'était pas viable. Il lui fallait une nouvelle approche et de nouvelles recrues. Il en a trouvé une en traînant dans les clubs de sous-officiers et bars près de la garnison de Bad Kreuznach. Le soldat de première classe Kelly Church était dactylographe et affecté à la section GG3 à partir de décembre 1986. Elle était arrivée plus d'1 an après la retraite de Conrad, mais elle avait ce dont il avait besoin, un accès physique aux mêmes documents qu'il avait lui-même contrôlés autrefois. Il lui a dit qu'il était nouveau en ville et qu'il était instituteur civil. Il a été plus direct sur ce qu'il attendait d'elle, lui disant clairement qu'il vendait des documents à un gouvernement étranger. Séduite par l'argent et les cadeaux, elle a rapidement accepté. Kelly Warren devait ensuite voler le plan de contre-attaque de la division et les procédures d'action d'urgence nucléaire. Avec une nouvelle recrue à l'intérieur, Conrad a élaboré un autre plan. Il a rapproché Imre, le jeune frère de Sándor Kércsik, du groupe. En 1986, Imre Kércsik travaillait déjà comme coursier pour le réseau d'espionnage. Conrad l'a poussé à écrire une lettre à la station de la CIA à Vienne. Signée sous le pseudonyme de David, la lettre prétendait provenir d'un officier du renseignement hongrois mécontent, prêt à faire défection et à révéler un agent infiltré en échange d'argent et d'une réinstallation en Occident. La CIA a mordu à l'hameçon, versant plus de 100 000 $ lors de 5 rencontres à Zurich et à Lucerne sur une période de 6 mois. Ironiquement, la CIA finançait activement l'espion qu'elle essayait d'attraper. Après avoir encaissé autant qu'il le pouvait, David a disparu une fois que la supercherie n'a plus pu être maintenue. Pendant ce temps, l'enquête s'est concentrée sur leur principal suspect. Des entretiens menés à travers le monde ont établi que Conrad avait fait des approches de recrutement vagues auprès de plusieurs autres soldats au milieu et à la fin des années 1970, présentant chacune comme une opportunité d'affaires non spécifiée. Aucun d'entre eux ne l'avait signalé à l'époque. L'un des personnes interrogées était le sergent-chef Danny Wilson. Wilson était un Texan, un soldat de contre-espionnage de carrière et un homme de famille religieux. Lui et Conrad avaient servi ensemble à Bad Kreuznach au milieu des années 1970. Un jour, alors que Conrad était assis avec lui sous un arbre lors d'un exercice, il demanda à Danny s'il était honnête. Wilson a hésité face à une question aussi étrange. Quand il a répondu que oui, il l'était, Conrad a simplement dit, d'un ton déçu. Quand Wilson a insisté pour savoir où il voulait en venir, Conrad a répondu qu'il lui aurait proposé un moyen facile de gagner de l'argent. Il cherchait quelqu'un pour l'aider à transporter de l'argent entre villes européennes et faire des dépôts bancaires. Wilson a refusé l'offre, n'étant pas sûr de la légalité de tout cela. Il ne l'a pas signalé alors, car il était habituel pour les militaires d'avoir une activité annexe pour compléter leurs revenus. La FCA a retrouvé Wilson enseignant au centre et à l'école du renseignement de l'armée à Fort Huachuca, en Arizona. Après avoir réussi un examen au détecteur de mensonges, il a été désigné comme source contrôlée numéro 170 et a accepté d'être transféré à Stuttgart. Il avait une véritable affectation de couverture avec un vrai travail à accomplir, des tâches de coordination entre les unités de contre-espionnage dans la région de Bad Kreuznach.
Cela lui donnait une véritable liberté de mouvement et une raison crédible d'être en Allemagne. La FCA savait que la meilleure façon d'obtenir une condamnation dans une affaire d'espionnage était de prendre l'espion en flagrant délit. Wilson était leur meilleure chance d'y parvenir. En avril 1987, Wilson a frappé à la porte de la maison de Conrad à Bosenheim. Conrad n'adressa pas de salutation, il était méfiant. Conrad ne s'est détendu qu'après que Wilson lui a expliqué pourquoi il était en ville. Leur ancienne amitié militaire a repris, et au cours des 18 mois suivants, Conrad a parlé. Il a reconnu avoir travaillé pour les Hongrois et donné le nom de son officier, Miklos. Il s'est vanté d'avoir donné à Budapest tout ce qu'il voulait et que son officier traitant avait reçu une médaille soviétique et une promotion grâce à ses performances. Il a même montré à Wilson la radio à ondes courtes qu'il utilisait pour recevoir ses ordres. Il a dit à Wilson qu'il avait plus de 2 millions de marks dans des coffres-forts suisses et lui a montré une calculatrice de poche Casio avec un compartiment crypté et protégé par mot de passe. À l'intérieur, il gardait les numéros de contact de Budapest, le numéro direct personnel de son officier traitant et les numéros de téléphone des services de renseignement hongrois et tchécoslovaques. Lors d'une réunion dans une maison d'hôtes, Conrad a écrit ces numéros sur un dessous de verre et l'a remis à Wilson. Et bien sûr, Clyde Conrad a recruté Daniel Wilson. À partir de août 1987, Wilson a commencé à remettre des documents à Conrad. Il en a remis 11 au total pendant toute l'opération, recevant environ 30 000 $ en paiement. Les documents étaient de véritables documents classifiés, mais approuvés et préparés par ses officiers traitant à la CIA. Conrad a revendu les documents à Prague. Conrad a mis Wilson dans la confidence d'un autre petit secret qu'il appelait le plan d'opération 01. S'il n'était rien d'autre, Clyde Conrad était ambitieux. Il avait rédigé un plan pour un réseau d'espionnage professionnalisé et élargi, avec des recruteurs dédiés, des courriers de documents à plusieurs niveaux, des transferts bancaires suisses et des cibles de recrutement nommées. Conrad remettait à Wilson des versions successives et mises à jour de son plan d'opération sur des disquettes Apple, lui demandant de relire et de corriger les brouillons avant de détruire les disquettes. Conrad ignorait que chaque version finissait dans le dossier de preuve. En 1988, Daniel Wilson s'est infiltré plus profondément dans l'opération de Clyde Conrad, rencontrant Kirchik et d'autres membres du complot. Pendant tout ce temps, Wilson portait un micro caché qui enregistrait chaque mot et chaque aveu. C'est pourtant l'enregistreur qui a failli faire sauter sa couverture à plusieurs reprises. Dans une salle de billard du Maine, alors qu'il mettait son manteau, il a senti quelque chose toucher son pied. L'enregistreur était tombé de son harnais et gisait sur le sol, toujours attaché au fil du micro qui remontait le long de sa jambe. Conrad était à quelques mètres. Wilson fit pivoter sa chaussure au-dessus de l'appareil, dit à Conrad qu'il devait aller aux toilettes et parcourut 20 pieds en boitant à travers la salle de billard, poussant l'enregistreur avec son pied. Une autre fois, le bandage qui fixait l'appareil à sa jambe s'est desserré alors qu'il rentrait à l'hôtel avec Conrad et Imre Kercsik. L'enregistreur a commencé à glisser le long de sa jambe de pantalon. Il inventa une excuse à propos de la chute de son agenda électronique et se retira rapidement pour se remettre en ordre. Ne voulant pas risquer plus longtemps la couverture de Wilson, les enquêteurs ont estimé avoir assez d'éléments pour obtenir un mandat et procéder à une arrestation. Mais ce n'était pas suffisant. Le ministère de la Justice américain a déclaré qu'il voulait des photos de Conrad en rendez-vous avec un membre connu des services de renseignement tchèques. C'était le seuil requis. Ainsi, à partir du printemps 1988, le contre-espionnage étranger a lancé une opération de surveillance complète autour de Conrad et de la maison Bosenheim, impliquant environ 50 agents formés travaillant par roulement. Un avion léger doté d'appareils de suivi électronique assurait la couverture aérienne. Une balise électronique a été placée sur l'Audi argenté de Conrad. Conrad était une cible difficile à suivre. Il savait ce qu'il faisait sur le plan des techniques du renseignement. Il roulait sur l'autoroute à des vitesses approchant les 200 km/h. Il faisait demi-tour sur des routes de campagne, s'arrêtait sur des parkings et fumait en surveillant s'il était trop suivi. Le 25 juin 1988, Conrad est arrivé à Vienne en train et a semé son équipe de surveillance en traversant un grand magasin bondé. Les agents ont envahi les rues, contrôlant bars et restaurants. Finalement, un agent a retrouvé Conrad dans une brasserie, assis dans une cabine avec un homme aux cheveux noirs et gominés. Des papiers étaient sur la table entre eux. Après, l'homme que Conrad avait rencontré est parti au volant d'une Lada soviétique immatriculée en Hongrie, en direction de la frontière hongroise. Les analystes de la CIA l'ont identifié sur les photos de surveillance comme étant le lieutenant-colonel hongrois András Berényi, un officier du renseignement hongrois bien connu.
Ils avaient enfin identifié l'officier traitant de Conrad, dont le nom de code était Miklos. Le seuil requis par le ministère de la Justice pour poursuivre avait été atteint. Mais ensuite, l'équipe d'enquête a vécu l'un des plus grands coups de théâtre imaginables. Le ministère de la Justice américain a refusé de poursuivre Conrad aux États-Unis. Ils ont affirmé que le Pentagone refusait de présenter au tribunal les programmes et documents classifiés compromis par Conrad. Ils ont même refusé la divulgation en audience à huis clos. L'alternative, une cour martiale, était également exclue parce que Clyde Conrad n'était plus en service actif. Toutes les options américaines écartées, le commandant de la FCA, le colonel Stuart Harrington, s'est tourné vers le gouvernement ouest-allemand. Le 29 juin 1988, à l'ambassade des États-Unis à Bonn, il a rencontré le docteur Peter Frisch, vice-président de l'Office fédéral allemand pour la protection de la Constitution, et a présenté l'ensemble du dossier. Frisch a accepté d'apporter son aide. Clyde Conrad serait arrêté et devrait faire face à la justice en Allemagne. La date de l'arrestation a été fixée au 23 août 1988. Il était impératif que Conrad et les frères Kirchig soient arrêtés simultanément. Les frères se trouvaient en Suède et leur arrestation serait coordonnée par la police secrète suédoise. Avant l'aube, la maison Bosenheim a été encerclée et un serrurier a discrètement crocheté la serrure de la porte d'entrée. Les agents sont entrés pour prendre position. Puis à 2h30 du matin, ils ont sonné à la porte. Conrad ouvrit les yeux et vit l'enquêteur du BKA, Holger Klein, debout à côté du lit, un pistolet Sig Sauer 9 mm pointé sur sa tête. Anja était à ses côtés. Klein donna à Conrad ce qui allait devenir ses fameuses instructions en anglais. Il a dit « Retirez vos doigts de votre femme et mettez vos mains là où je peux les voir ». Conrad ne dit rien. Il sortit du lit, enfila un sweatshirt puma gris et des baskets montantes, puis proposa du café aux agents. Il s'assit calmement à la table de sa cuisine pour manger un bol de céréales. Klein récupéra la calculatrice Casio avec un compartiment secret sur la table de chevet. Conrad resta silencieux et demeura ainsi pendant des mois. En fouillant la maison, la réserve de documents, la radio à ondes courtes et les Krugerrands en or avaient en tous disparu. Mais les enquêteurs ont trouvé un ordinateur Apple. Sur celui-ci, ils ont récupéré des fichiers supprimés contenant des tonnes de correspondances entre Conrad et ses officiers traitants, ainsi que la version finale révisée du plan d'opération Zero Homme. À Göteborg, à la même heure, la police de sécurité suédoise a arrêté Imre et Sandor Kirchig à leur arrivée à leur clinique médicale. Zoltán Szabó était en route pour l'Espagne avec sa femme Ilona, partant en vacances lorsque la nouvelle est tombée à la radio de la voiture. Il a fait demi-tour et rentré chez lui près de la frontière hongroise, a pris ce qu'il pouvait emporter et a traversé en Hongrie avant que les autorités autrichiennes ne l'interceptent. S'étant ravisé, il s'est rendu à la police le 21 mai 1999 et a fait des aveux complets. Conrad a passé 17 mois en détention provisoire avant que son procès ne s'ouvre à la Haute Cour de Coblence en janvier 1990. Il avait entamé une grève de la faim pendant cette période, perdant près de 23 kilos. Il est arrivé au tribunal, émacié, les cheveux blancs clairsemés. Conrad a été accusé de haute trahison en vertu de l'article 94 de la Constitution fédérale allemande. Cette accusation pouvait mener à la perpétuité. C'était la première fois qu'un étranger était accusé de haute trahison devant un tribunal allemand. Le procès a duré plus de 5 mois. Toutes les preuves audio enregistrées au péril de sa vie par Danny Wilson, équipé d'un micro caché, ont été jugées irrecevables. Heureusement, il y avait suffisamment d'autres preuves pour l'emporter. Les témoins à charge ressemblaient à un véritable défilé des protagonistes de l'enquête. Danny Wilson, Gary Pepper, la confession de Sorbo présentée par le BKA, les témoignages des frères Kirchig venus de Suède et le récit de Rod Ramsey du FBI. Au cours de la procédure, un télégramme est arrivé de Budapest. Le nouveau gouvernement démocratique hongrois, installé après la chute du communisme à l'automne 1989, a envoyé un message à Bonn. Le gouvernement a sans équivoque renoncé à l'opération, qu'il a décrite comme faisant partie de la politique erronée de l'ancienne direction politique et militaire. Conrad, suivant les débats depuis le banc des accusés, paraissait aux yeux de tous se ratatiner. Il avait été démasqué par Wilson, trahi par Sorbo, trahi par les frères Kirchig et Ramsey, et maintenant, officiellement, abandonné par écrit par Budapest. De retour à Moscou, le centre cherchait désespérément comment leur opération la plus précieuse de la guerre froide avait été compromise. La CIA avait 3 sources derrière le rideau de fer, dont les rapports avaient fourni les renseignements essentiels qui avaient permis aux enquêteurs d'identifier Conrad.
Ils se sont tournés vers une autre de leurs taupes les plus précieuses au sein du renseignement américain, Aldrich Ames. Ames a pu identifier l'informateur de la CIA, ce qui a conduit à son arrestation et à son exécution d'une balle dans la nuque, tirée avec un pistolet Makarov. Le 6 juin 1990, le président Ferdinand Schutt a prononcé la sentence. Il a décrit Conrad comme étant froid comme la glace et sans scrupules, motivé par une pure cupidité, dont la trahison avait mis en danger non seulement la sécurité de la République fédérale, mais aussi toute la capacité de défense de l'Occident. Conrad, a-t-il déclaré, figurait en tête de la liste mondiale de tous les espions connus. Si une guerre avait éclaté entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, le tribunal estimait que l'Alliance aurait été contrainte de choisir entre la capitulation et l'utilisation d'armes nucléaires sur le territoire allemand. La peine était la réclusion à perpétuité, plus 4 années supplémentaires pour espionnage au profit de la Tchécoslovaquie. Conrad a aussi écopé d'une amende de 2,2 millions de Deutsche Marks et doit payer les frais de son procès. C'était la première et seule réclusion à perpétuité prononcée contre un espion dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Le démantèlement des restes du réseau Conrad s'est poursuivi pendant les années suivantes. Zoltán Szabó a également été poursuivi, mais il n'a purgé qu'une partie de sa peine de 10 mois, bénéficiant d'un traitement indulgent pour avoir pleinement coopéré avec les enquêteurs. Il est resté en Autriche. Roderick Ramsey a été arrêté par le FBI à Tampa le lendemain de la condamnation de Conrad. Il a été condamné à 36 ans de prison, mais a été libéré en 2013. Jeffrey Rondeau et Jeffrey Gregory, les 2 hommes de main qui ont aidé à voler la réserve Motherlode, ont chacun écopé de 18 ans de prison. Ils ont tous 2 été libérés depuis. Kelly Warren, la dactylo de la section G3 qui avait transmis des documents à Conrad après sa retraite, n'a été arrêtée que 9 ans plus tard, en 1997. Elle a été condamnée à 25 ans de prison en 1999, mais a été libérée en 2011. En 1998, 11 personnes avaient été identifiées comme membres du réseau Conrad. Les enquêteurs pensaient qu'il y en avait d'autres impliquées qui n'ont jamais été découvertes. Clyde Conrad a été envoyé à la prison de Dietz, où il est mort d'une crise cardiaque dans sa cellule le 7 janvier 1998 à l'âge de 50 ans. Sa condamnation ayant eu lieu dans un tribunal allemand et non américain, il a pu continuer à percevoir sa pension de l'armée américaine jusqu'à sa mort. Certains qualifieraient cela de bizarrerie juridique. D'autres, une parodie de justice. Que l'espionnage de Conrad ait réellement été aussi catastrophique qu'on l'a décrit, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Heureusement, la guerre totale n'a jamais eu lieu. Sur ce qui se serait passé, nous pouvons seulement être reconnaissants de n'avoir jamais eu à le découvrir.